Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les pratiques culturelles en temps de confinement, de déconfinement ou de semi-confinement, vous utiliserez l'expression que vous voudrez. Pour en parler, je suis en compagnie d'Anne Jonchery. Bonjour. En fait, c'est vous qui l'avez faite, cette étude. On la trouve sur le site du ministère de la Culture. Elle a été également réalisée avec Philippe Lombardo. On y trouve toutes sortes d'enseignements sur ce que les Français faisaient avant le confinement, parce qu'il y a eu avant cette épidémie, la manière dont ils se cultivaient, quelles étaient leurs pratiques, et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant, et on va dresser un certain nombre de pistes pour comprendre comment cela pourrait évoluer. J'ajoute que, indépendamment de vos études au département des études du ministère de la Culture, vous enseignez également à l'école du Louvre, et nous sommes également en duplex avec Jacques Attali. Bonjour Jacques Attali, vous êtes Bonjour, Guillaume. Écrivain, et justement je voulais tout d'abord vous interroger, Jacques Attali, sur la distinction que vous feriez entre les biens essentiels et les biens inessentiels, ce vocabulaire qui s'est imposé dans le discours public. Ça me paraît un vocabulaire extraordinairement maladroit. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel ? C'est ce qui permet n'est pas nécessaire pour vivre. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour vivre, mais on ne peut pas ranger la culture dans les biens qui ne sont pas nécessaires pour vivre. Ou alors on fait l'apologie de l'analphabétisme, de la barbarie, et c'est absurde. Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire ? Est-ce que c'est les produits de la mode ? Sans doute, en partie. Et encore, il faut en débattre. Est-ce que ce qui n'est pas nécessaire ? C'est certainement le pétrole, c'est certainement un certain nombre de choses dont on peut progressivement se passer. Mais la définition des biens essentiels, d'une façon aussi sommaire, ramène à une conception de l'essentiel qui est anti-civilisation. En plus, il y a dans l'essentiel quelque chose d'invisible qui est absolument essentiel, c'est le être ensemble. Or, par définition, la culture, et on en parlera tout à l'heure, c'est essentiellement du être ensemble. Et le être ensemble, c'est le bien essentiel premier de nos cultures. C'est pour ça que moi je préfère parler d'économie de la vie. Les secteurs d'économie de la vie, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la recherche, c'est un certain nombre d'autres secteurs comme l'énergie propre ou le logement durable ou le commerce ou évidemment les instruments de la démocratie et de la protection des uns et des autres, qui eux sont les secteurs de la vie qui sont fondateurs, et ceux qui ne sont pas dans cette liste, eh bien c'est ceux dont on peut espérer progressivement se passer, comme ceux de la chimie, du pétrole, du transport aérien excessif, etc. Le mot bien essentiel, qui ne comprend que les biens alimentaires ou les biens de base, me paraît renvoyer une conception de la société qui n'a jamais existé. Et si elle avait existé, aucune société n'aurait pu prospérer. Mais alors, justement, puisque aujourd'hui le confinement va légèrement s'assouplir, on attendait en fait une réouverture des lieux de culture. Celle-ci n'aura pas lieu. Votre réaction à ce rendez-vous manqué qui provoque la colère des milieux... Ça révèle beaucoup de choses. C'est assez drôle, si j'ose dire, ou tragiquement drôle, qu'au moment où nous traversons une terrifiante crise de santé, on met en avant les enjeux absolument nécessaire du climat, absolument aucun rapport. Et c'est aussi assez paradoxal qu'au moment où on parle tellement de l'importance de la laïcité, on fait le choix de privilégier les fêtes d'une des religions sur les fêtes laïques. Par exemple, on préfère célébrer Noël que le 31 décembre, et on préfère ouvrir les lieux de culte que les lieux culturels. Je ne suis pas contre, évidemment, qu'on le fasse, mais faire l'un plutôt que l'autre, alors qu'on défend la laïcité, est un peu étrange. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette crise révèle l'invariant inconscient réel de notre société. C'est-à-dire un invariant qui est plus religieux en matière de religion, qui... Une religion qui est plus traditionnaliste, qui n'a pas échappé, ça peut se comprendre, je suis tout à fait respectueux de ça, et je pense que la société française est ainsi faite, et il faut en prendre acte, qui n'a pas échappé à sa matrice initiale, et qui ainsi
préfèrent privilégier des lieux religieux que des lieux de culture. Moi, je pense qu'ouvrir, quitte à ouvrir les lieux de culte, ce que je trouve tout à fait respectable, dans des conditions sanitaires raisonnables, je ne vois pas pourquoi on n'ouvrirait pas les lieux de culture exactement dans les mêmes conditions sanitaires. Si on peut avoir les mêmes conditions sanitaires minutieusement vérifiées dans les uns et dans les autres, pourquoi n'ouvre-t-on que les uns et pas les autres? C'est indéfendable. Et alors, justement, comment auriez-vous pu imaginer cette réouverture ou ce déconfinement? Parce que l'argument du gouvernement consiste à dire il faut diminuer la circulation des personnes, et pour diminuer la circulation des personnes, il y a des activités qu'il faut empêcher. Oui, absolument. En fait, ce qui pose problème, c'est être ensemble. C'est ça qui pose problème au virus, et on peut le comprendre, mais alors il faut interdire le être ensemble provisoirement, d'une façon équitable. Il ne faut pas permettre du être ensemble commercial ou religieux et interdire du être ensemble culturel. Ça n'a pas de sens. Il faut que le être ensemble soit équitablement limité. Je dis le être ensemble parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est pas de la culture. Il s'agit d'une partie de la culture, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout à fait libre et développe. La littérature, voir des films chez soi, il y a beaucoup de choses. Par contre, le être ensemble, c'est aussi le être ensemble universitaire, qui fait partie de la culture, mais d'une façon plus large. Donc c'est le être ensemble qui est en cause, plus que la culture. Et il faut que tout le être ensemble soit regardé dans un ensemble, si je veux prendre cette phrase, et qu'on traite toutes les dimensions de l'être ensemble équitablement. Or là, visiblement, il y a des dimensions de l'être ensemble, en particulier commercial. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des grands secrets de nos sociétés, c'est que la solitude fait acheter. La solitude est un allié du capitalisme, pour employer une formule un peu sommaire et trop rapide, et qui mériterait évidemment d'être nuancée. Plus on est seul, plus on consomme. Chacun le sait. Et donc, pousser à la solitude n'est pas gênant, surtout si on libère les gens de leur solitude pour les pousser à se précipiter dans les grands magasins. Mais le être ensemble pour partager une émotion, pour partager une recherche, pour partager un cours, pour partager des discussions après un cours, ça c'est absolument essentiel. Et où on interdit tous les êtres ensemble, y compris le être ensemble commercial, où on autorise dans des conditions absolument saines toutes les formes du être ensemble. Et pas on interdit que le être ensemble culturel au sens large, puisque ça contient l'éducatif. Alors justement, quelle était la place de ce que vous appelez cet être ensemble? Anne Jonchery, on vous doit donc cette étude qui précise les pratiques culturelles avant le confinement et pendant le confinement. S'il fallait faire donner en quelques chiffres ou en quelques points principaux ce que représente la culture pour les Français, comment ils se cultivent et qu'est-ce qui était représentatif du monde d'avant? Alors, effectivement, en fait, dans la démarche d'enquête que nous avons eue pour cette étude, on a choisi de réaliser une enquête pendant ce premier confinement, à la fin du premier confinement, en lien avec le CREDOC, qui, du coup, on a inséré un module de questions dans son enquête conditions de vie et aspirations. Et on a inséré des questions qui avaient déjà été posées dans notre enquête sur les pratiques culturelles des Français. Au département des études, de la prospective et des statistiques où je travaille, il y a une enquête qui est menée de façon régulière, tous les 8 à 10 ans, depuis 1973, sur les pratiques culturelles des Français. Donc c'est bien, parce qu'on sait comment cela a évolué. Voilà, exactement. Et il se trouve que la dernière édition date de 2018. Ce qui fait qu'on avait des résultats récents qu'on a pu mettre en perspective avec les résultats de cette nouvelle enquête. Et effectivement... notre objectif, c'était d'essayer de saisir finalement ce qu'avait créé le confinement, avec cette contraction. Donnez-nous justement quelques résultats en ce domaine. Quelques résultats. Je mettais en contexte parce que c'est vrai que cette suppression de la culture de sortie, cette difficulté d'accéder aussi à certains produits culturels, a eu des conséquences, d'autant que la culture d'écran, pour le coup, elle n'était pas confinée, n'était pas entravée par la crise sanitaire. Et donc, parmi les résultats les plus saillants de cette étude, on a pu constater une réduction des écarts entre les groupes sociaux à l'échelle des pratiquants amateurs et des consommations culturelles.
Et puis on a aussi... Alors c'est important ce que vous dites, cela signifie que la culture qui est souvent représentée comme une manière de classer socialement les individus a été moins classante. Alors d'une certaine manière, il y a pu avoir une certaine uniformisation, même si on va voir... Démocratisation ? Alors, démocratisation, c'est un peu délicat. Alors, à la fois, on a des classes populaires, effectivement, qui ont développé de nouvelles pratiques, notamment dans les usages des écrans, mais aussi en termes de pratiques en amateur. Par le fait aussi d'un temps libre, notamment parce qu'on voit qu'au sein des classes populaires, ils ont été beaucoup plus touchés par l'interruption du travail. Du coup, un temps libre plus important et un investissement dans des pratiques en amateur. En revanche, on voit que les classes supérieures ont maintenu, mais aussi ont vu une chute de certaines pratiques, notamment les pratiques en amateur, justement. Donc cette réduction des écarts, elle est liée à la fois à une augmentation des pratiques des classes populaires, mais aussi une diminution des pratiques des classes supérieures. On le voit aussi à l'échelle de la lecture, par exemple. Alors là, les classes populaires, on voit un léger fléchissement de leurs pratiques de lecture, mais les classes supérieures, elles, voient une chute importante et qu'on peut certainement expliquer par ce télétravail qui a pu être du surtravail pour ces catégories. Et puis également, une difficulté aussi d'accès aux livres pendant cette période-là. Quand vous parlez de pratique amateur, qu'est-ce que vous voulez dire, Anne Jonchery? Par exemple, les gens ont plus chanté, ont plus fait de musique qu'en temps normal? Alors, on parle de pratique en amateur. En fait, ce sont toutes les activités, effectivement, de pratique artistique et culturelle qui sont réalisées en termes de loisirs, pour soi. D'ailleurs, amateur, c'est celui qui aime, et donc pas à titre professionnel. Donc, effectivement, ça peut être faire de la musique, du chant, de la danse, du dessin, écrire, etc. Et alors, effectivement, si on regarde pratique par pratique, on a une augmentation de 5 à 6 points. Et donc, par exemple, vous parliez de la musique, faire du chant ou de la musique, on a une augmentation de cette pratique-là, notamment chez les jeunes et au sein des classes populaires. Et on peut penser que toute cette diffusion aussi, on a vu beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, des productions individuelles ou collectives, amateurs ou professionnelles, de gens qui se produisaient seuls ou en petite formation, ou même sur les balcons. Ce qui fait que ça a pu aussi encourager. On aurait pu croire qu'effectivement la pratique de la musique ou du chant aurait été victime de la Covid-19, mais ça n'a pas été le cas du tout. Ça veut dire, Jacques Attali, finalement, que la culture, c'est probablement déroulé autrement, puisque vous l'avez dit, tout ce qui consistait à être ensemble n'a pas été possible pendant le confinement, et alors qu'aujourd'hui on s'attendait à le voir réapparaître, eh bien ça ne sera pas encore le cas. En revanche, la culture s'est poursuivie par d'autres moyens. Elle s'est poursuivie par d'autres moyens, mais peut-être que le lien numérique, lui, est quelque peu failli. Anne Jonchery. Oui, sur l'être ensemble, justement, dont parlait Jacques Attali, et dont vous parliez, c'est intéressant parce qu'on voit combien cette sociabilité elle a été importante pendant le confinement. C'est-à-dire que les personnes qui ont été confinées avec d'autres adultes, mais surtout avec des enfants, ont eu des pratiques aussi collectives plus développées. Et on voit notamment au sein des classes populaires, au sein des familles, des nouvelles pratiques comme la consultation de ressources culturelles en ligne, faire une visite virtuelle d'un musée, regarder un concert, etc. Alors, ça a pu être aussi impulsé par l'école, prescrit par l'école, qui demandait aux enfants aussi ce type de pratique. Mais on voit combien les pratiques collectives ont pu être importantes. Et puis après, il y a cette idée aussi d'être ensemble à distance, c'est-à-dire que là aussi, il y a une augmentation très forte de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment pour partager des vidéos en ligne, etc., pour les classes populaires et pour les populations les plus âgées. Jacques Attali, le fait que la culture se soit poursuivie par d'autres moyens et qu'elle va se poursuivre par d'autres moyens, puisque la réouverture n'aura pas lieu. Comment la réouverture n'aura pas lieu? Je ne comprends pas. Eh bien, aujourd'hui, les lieux de culture devaient ouvrir et ça ne sera pas. Il n'aura pas lieu aujourd'hui, oui, bien sûr. Oui, à moyen terme, je ne sais pas quand d'ailleurs, puisque cette épidémie. Non, mais c'est vrai qu'il y a d'autres dimensions de la culture qui se sont développées et qui correspondent à des tendances très profondes. Par exemple, en effet, la pratique individuelle, dont je pronostique le développement depuis très longtemps, comme une des dimensions d'ailleurs de la solitude. Il y a des bonnes dimensions dans la pratique solitaire, mais ça fait partie de cette culture de la solitude dont je parlais précédemment. Et elle se développe dans la continuité de cette évolution. Est-ce que c'est vraiment égalisatrice
Je ne sais pas, parce que pour faire de la musique dans les classes populaires, il faut déjà en avoir déjà fait. Et donc c'est égalisatrice à l'intérieur des classes moyennes, pas forcément à l'égard de ceux qui étaient jusqu'ici exclus. Enfin, je parle sous le contrôle d'Anne Jonchery. Voilà. Deuxièmement, ça ouvre à d'autres pistes aussi de développement de la culture, qui sont tout ce qui est la culture que la radio apporte, c'est-à-dire l'utilisation d'outils solitaires qui permettent d'avoir accès, et c'est un fantastique instrument, il a beau avoir un siècle, la radio est un instrument incroyablement adapté à la situation d'aujourd'hui, soit la radio en direct, soit le podcast qui lui-même est véritablement un outil exceptionnel par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Donc il y a certainement des choses nouvelles. Les jeux vidéo qui sont on peut peut-être ne pas les considérer comme des éléments de la culture, mais ils sont des éléments de la culture. Il suffirait d'y mettre du contenu culturel plus clairement estampillé comme tel pour les considérer comme tels, et ça viendra, sont des éléments qui vont se développer aussi beaucoup. Donc il y a des éléments, mais encore une fois, pour moi, le grand clivage n'est pas entre culture et pas culture. Il est entre être ensemble et pas être ensemble. Et le être ensemble contient beaucoup de choses de la culture, il contient peut-être plus encore beaucoup de choses de l'éducation. Par exemple, je suis très favorable au travail de groupe des élèves. Et le travail des groupes des élèves est très gêné par l'absence d'être ensemble, qui est créateur de travail en groupe. C'est autre chose que la compétition. C'est une idéologie totalement différente. C'est l'altruisme qui est si fondamental dans les sociétés à venir. Alors, sans être ensemble, il n'y a pas d'altruisme, par définition. Sinon, un altruisme très abstrait, qui est l'altruisme de solitude juxtaposée. Donc, il faut bien voir que... et d'ailleurs, je suis surpris qu'on en parle peu, mais ce qui se passe dans les universités et dans les centres de recherche, cette fermeture quasi totale de la capacité de se voir, d'être ensemble dans les cafétérias, dans les centres de recherche, dans les bibliothèques, dans tout ça, est un énorme frein au développement culturel, au moins autant que et au moins aussi grave que la fermeture des théâtres, quelque sorte de plus. On en parle à nouveau dans une vingtaine de minutes. Jacques Attali, vous êtes écrivain, on vous retrouve aux côtés d'Anne Jonchery. Anne Jonchery, vous publiez ces pratiques culturelles en temps de confinement en compagnie de Philippe Lombardo, au moment où on attendait donc la réouverture des théâtres, des cinémas. Celle-ci n'aura pas lieu. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on évoque ce mardi un confinement légèrement assoupli, mais des lieux de culture qui restent fermés. Nous sommes en compagnie d'Anne Jonchery, qui est chargée d'études au département des études du ministère de la Culture, qui s'est penchée sur les pratiques culturelles des Français en temps de confinement, et en compagnie également de l'écrivain Jacques Attali. Jacques Attali, on avait évoqué juste avant le confinement, lorsqu'on pressentait sa présence, on avait évoqué une grande initiative du gouvernement en faveur du monde de la culture, un peu quelque chose de semblable à ce qu'avait fait Roosevelt dans les années 30, le Works Progress Administration, où il s'agissait donc de donner un certain nombre de subventions au monde culturel pour que celui-ci produise des œuvres et aussi ne soit pas durement touché par la crise. Est-ce que vous regrettez l'absence d'un plan de ce type? Est-ce que les subventions qui sont faites sont aujourd'hui suffisantes? D'abord, il est toujours intéressant de comparer avec ce qui se fait à côté. La France n'est pas un petit îlot isolé et elle a intérêt à voir ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, il y a des pays qui ont ouvert leurs salles de théâtre et de cinéma. Il y a des pays qui les ont laissés fermer. Donc, une harmonisation eût été nécessaire et prendre le meilleur, en particulier, je pense, aux salles anglaises, qui sont assez largement, pas toutes, mais ouvertes. Enfin, en Allemagne aussi. Enfin, maintenant, ça vient de changer parce que la situation s'est aggravée. Donc, il faut regarder aussi en dehors de chez nous. Deuxièmement, là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce qui serait intéressant, c'est
serait intéressant, on a encore le temps de le faire, c'est de développer des aides qui ne soient pas seulement des aides pour survivre, qui sont évidemment la moindre des choses, qui sont données aux intermittents du spectacle ou à d'autres, mais d'en profiter pour développer un vrai programme, programme de commandes publiques, d'œuvres de toutes sortes, d'œuvres théâtrales, d'œuvres cinématographiques, d'œuvres de fiction, d'œuvres qui en effet ont été faits et qui ont donné de grands chefs-d'œuvre aux États-Unis. Ça supposerait des moyens significatifs, et on en manque, même si on en a pour d'autres choses, mais ça mériterait d'être fait. C'est toujours des moyens significatifs ou alors une volonté politique, parce que l'un et l'autre. Il y a une colère dans les milieux culturels. Alors là, en l'occurrence, parce que celui-ci attendait la réouverture des lieux collectifs, mais il y a aussi la sensation que la politique culturelle n'est pas au rendez-vous. Une sensation que vous partagez ? Il y a un besoin d'une vraie... Enfin, d'abord, s'il y avait une politique culturelle, on reprocherait qu'il y ait une politique culturelle, parce que la culture, c'est pas une politique, c'est chacun fait ce qu'il veut, et c'est ça la création. Donc, faut faire attention non plus à... Et si on fait un grand programme de soutien à la création, on dira que c'est une culture étatique qu'on veut développer, une culture de propagande, une culture macronienne. Enfin, j'écris d'avance les articles critiques. On n'avait pas trop dit ça pour François Mitterrand, si ? Si, on l'avait dit, bien sûr. mais puis c'était une autre époque. Mais il faut aussi... Je pense qu'il faut, en effet, sortir d'une attitude purement défensive dans laquelle on aide les gens à passer une étape en attendant que ça revienne. En les mettant en situation d'être inutiles. Quitte à aider des gens en leur permettant de vivre décemment, autant leur permettre également de contribuer à la société qui leur permet de vivre décemment. Donc, alors, en leur fournissant des moyens de travailler. Mais je sais que vous voulez qu'on se concentre sur la culture. Mais moi, je trouve qu'il y a dans toute cette discussion un très très grand absent. C'est le ministère de l'enseignement supérieur. Parce que l'enseignement culturel, l'enseignement supérieur, est-ce que ce n'est pas une dimension de la culture ? Mais c'était ce qui avait été évoqué tout au début, puisqu'il était question que les artistes interviennent dans les écoles, ou soient utilisés, ou travaillent dans une dimension pédagogique. Indépendamment de cela, les professeurs sont des acteurs de la culture. Et réciproquement, les champs de culture sont des acteurs de l'éducation. Je trouve qu'il y a un silence trompeur de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, qui n'est pas ni mobilisé par son ministère, par son ministre ou sa ministre, ni même par les grands mandarins ou par les acteurs du monde universitaire, qu'on entend curieusement, sauf si je me trompe, très très peu dans cette situation, qui pourrait réclamer d'avoir davantage droit aux cours, davantage droit aux enseignements. A fortiori dans les facs, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'elles étaient fermées et que cela représentait pour vous une grave absence. C'est une grave absence culturelle majeure. Or, il est frappant de voir qu'on entend, et c'est très bien ainsi, les comédiens, les gens de cinéma, de musique, se plaignent à juste titre d'une inégalité de traitement avec le commerce et le religieux, mais qu'on n'entend pas les grands professeurs ou même je parle sous votre contrôle, celui de nos auditeurs, on n'entend pas non plus autant qu'on le pourrait le souhaiter, des syndicats qui réclameraient le droit au travail, le droit à ce qu'ils fassent leur métier d'enseignant, et qui sont des dimensions absolument essentielles de la culture. Si j'avais à faire un cours continuent aussi, il y aura une grande revanche ultérieure quand tout cela sera, je l'espère, bientôt calmé. Il y aura une grande revanche parce qu'il y aura une grande colère du monde universitaire et une grande colère de ceux qui n'auront pas pu s'exprimer. Je pense en particulier aux étudiants à qui qu'on aura privé alors d'un bien véritablement essentiel, c'est l'éducation. Non, mais parce que les cours continuent sur c'est Zoom. Le droit de débattre ensemble. Toutes choses qui sont terriblement... C'est pour ça que je parle du « être ensemble », qui est pour moi le vrai mot
qu'il faut mettre en avant. C'est le être ensemble dont nous sommes privés. Mais alors, Anne Jonchery, dans les études que vous avez menées, parce que finalement, aujourd'hui, on évoque la fin provisoire, évidemment, des spectacles, des représentations, des salles de cinéma. Est-ce que ces pratiques sont des pratiques minoritaires, importantes, pour qui? Bref, qui est-ce qui est privé aujourd'hui de ces spectacles-là? Alors non, il s'agit en aucun cas de pratiques minoritaires. Donc l'enquête sur les pratiques culturelles en 2018 montrait justement l'importance du cinéma, par exemple, où si je ne m'abuse, on est à 70% de la population qui va au moins une fois par an au cinéma. Il y a aussi l'importance des publics des concerts, du théâtre, des lieux de patrimoine. Les lieux de patrimoine, que ce soit les musées ou les monuments historiques, par exemple, on est à 44% de la population qui fréquente ce type de lieux. Donc effectivement, pour les lieux de patrimoine, on a peut-être un public un tout petit peu plus, un public un peu plus favorisé, effectivement. Alors, mais c'est moins le cas en termes de diversité de concerts ou de spectacles de théâtre, parce que on parle dans le théâtre, on inclut les one-man shows, on inclut toutes les formes de théâtre, ou encore pour le cinéma. Et alors justement, est-ce qu'on a assisté à des reports, par exemple, le fait que les cinémas soient fermés? J'imagine que cela a permis aux plateformes et au streaming de croître, évidemment. Dans quelle proportion? Qu'est-ce que vous avez observé, Anne Jonchery? Alors, à l'échelle des films et des séries, on posait la question, effectivement, si les individus avaient visionné un film ou une série pendant les 5 à 7 semaines du confinement, puisqu'on les interrogeait fin avril, début mai. Et en fait, les taux de pratique étaient déjà très élevés. On était à entre 92 et 94%. On se maintient dans ce niveau-là. On n'a pas la fréquence, en fait, et le nombre, mais on voit bien sur les données qui ont été transmises par les plateformes de visionnage en flux, combien effectivement ça a été important. Après, sur cette idée de report, en fait, on voit par exemple sur les consultations culturelles numériques, le fait de faire des visites virtuelles, de regarder un concert, un spectacle. Alors ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, on n'était pas du tout coutumier au fait de pouvoir visiter un musée numériquement. Alors effectivement, c'était des pratiques qui existaient déjà, mais qui étaient minoritaires. J'imagine, oui. C'était 9% de la population, effectivement. Là, on voit qu'on passe de 9 à 12%, ce qui peut être beaucoup en réalité, parce que ce n'est pas forcément des pratiques qu'on fait régulièrement. En 2018, on interroge les personnes sur ce qu'elles ont fait pendant toute l'année, alors que là, on les interroge sur une période de 5 à 7 semaines. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le profil de ces personnes se change, avec notamment des catégories plus populaires, des employés, des ouvriers, des personnes moins diplômées. Alors là, on voit aussi qu'il y a l'influence du contexte familial et de l'école qui a pu justement encourager ces pratiques-là, mais on voit aussi des populations plus âgées qui développent ce type de pratiques qu'elles n'avaient pas du tout précédemment. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un report parce que c'est pas pour le coup, à l'échelle des visites de musées, les visites virtuelles, c'est pas forcément un public qui s'y rendait tant que ça. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont pu développer ce type d'usage pendant cette période-là pour une partie d'entre eux. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que les Parisiens sont eux, ils sont 24% à faire des visites virtuelles. Ils ont vraiment beaucoup augmenté leur pratique pendant le confinement, certainement du fait du non-accès à ces lieux, sachant qu'ils font partie des plus pratiquants. Mais alors, j'ai noté quand même des choses un peu étonnantes. Par exemple, j'ai constaté que regarder un concert, eh bien, le confinement avait été moins propice au fait de le regarder. Comment on explique ça? Comment on explique le fait que le monde privé de concerts, les gens ne sont pas du tout contents de cela, et cependant, ils en regardent moins qu'avant? Alors, effectivement, peut-être qu'aussi il y a eu une question de compréhension de la question. Est-ce que c'était un concert? Est-ce que pour les individus, c'était un concert filmé, un vrai concert? On a vu aussi beaucoup de formes de concerts qui étaient donnés par les artistes depuis leur domicile, dans des cadres du coup un peu inhabituels. Donc peut-être qu'en termes de compréhension de la question, on a pensé plutôt les concerts enregistrés, visionnés. En fait, ça, je pourrais faire un lien avec l'écoute de musique. On a une chute de l'écoute de musique qui peut paraître tout à fait surprenante. Une chute assez importante puisqu'on passe de 92% de la population à 70% de la population qui déclare avoir écouté de la musique pendant le confinement. On
on a pu faire l'hypothèse en fait que la disparition du temps de transport, qui est un temps où on écoute beaucoup de musique, où on écoute aussi d'ailleurs la radio. Et oui, parce qu'il faut parler aussi de la radio. C'est ça, parce qu'il y en a aussi une chute effectivement de l'usage de la radio comme moyen d'information. Et on a pu penser que c'était une explication justement à cette baisse. Alors c'est une explication, mais qui est quand même partielle, parce qu'on voit que les personnes qui ont continué à venir travailler sur site accusent aussi une chute un peu moins importante, mais présente, d'écoute de musique ou encore d'écoute de radio. Et justement, le fait de voir ces pratiques évoluer avec là aussi une augmentation de la télévision qui était jusqu'ici en recul, cela signifie que le confinement a peut-être provoqué moins de nouveautés qu'on aurait pu l'imaginer, puisque on a moins de consultations numériques, on a moins de concerts observés et on retrouve les catégories traditionnelles telles que la télévision. Alors, sur les consultations numériques, il y a effectivement la question des concerts ou encore des spectacles de danse, mais sur les autres consultations numériques, on a plutôt une augmentation. Après, effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur les médias plus traditionnels, comme la télévision, alors on a effectivement posé des questions sur les moyens, la façon dont les personnes s'informaient pendant le confinement. Et on voit une augmentation de la télévision qui, du coup, notamment chez les catégories plus jeunes, sachant que chez les catégories plus jeunes, on parlait tout à l'heure des étudiants, beaucoup sont allés se confiner aussi en famille chez leurs parents. Donc on peut penser aussi que ça a généré des pratiques collectives et puis que la télévision, finalement, il y avait ces informations en direct, il y avait une forme aussi de collectif et on s'est retourné vers ce type de médias. Après, ce qu'on voit aussi sur les modes d'information, c'est qu'on a une part beaucoup plus importante de gens qui ont développé deux canaux d'information différents. Un canal plus traditionnel, type télévision, radio, journaux, et un média numérique, type presse en ligne, réseaux sociaux, etc. Jacques Attali, on vient d'évoquer les pratiques culturelles des Français. Vous évoquiez le fait d'avoir des pratiques culturelles isolées, puisque l'être ensemble n'est plus envisageable. Et ça a été aussi la victoire des grandes plateformes, notamment de Netflix et consorts. Est-ce que vous ne redoutez pas aussi une évolution de la culture si ce sont les grandes plateformes qui mènent la danse ? Bien sûr, on a clairement l'évolution pour le cinéma de cela, le être ensemble, parce que faut pas opposer le petit écran et le grand écran, il faut opposer encore une fois le fait de voir un film ensemble ou de le voir séparément. Donc on va voir apparaître de plus en plus le fait de cette pratique dont on vient de parler, de voir le cinéma tout seul chez soi et moins dans les salles. Est-ce que ça sera une parenthèse ou pas ? Moi, j'ai tendance à penser que ça sera une parenthèse, parce que le besoin d'être ensemble, même être ensemble dans le noir, pour une salle de spectacle, est absolument irrépressible dans la nature humaine. On a eu beaucoup de fois où on a cru que le cinéma allait mourir, que la télévision allait le tuer, on a cru que la radio allait tuer le concert, on a cru que le disque allait tuer le concert. Non, au contraire, c'est l'être ensemble, c'est un peu comme le ballon qu'on essaye d'enfoncer au fond de la piscine et qui ressurgit toujours. Non, je ne crois pas à ça. Je crains, cependant, que les grandes plateformes dont vous venez de parler deviennent l'essentiel des producteurs à la place des majors américains. Et aussi à la place des non-majors européens. Et là encore, si en France, l'exception culturelle française qui se nourrit en particulier d'une exception cinématographique très bien pensée dans les années 80, n'est pas capable de réagir, soit au niveau français, soit au niveau européen, à créer une grande initiative culturelle qui créerait les conditions de plateformes équivalentes pour promouvoir la création cinématographique et artistique et culturelle européenne, on va être... et si disparaît dans la même foulée l'exception culturelle française, on a un grand risque de dépendre en termes de production de cinéma français ou d'œuvres de fiction française du bon vouloir de Disney, de Netflix et de quelques autres Chinois qui viendront sur le marché. Et alors là, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, est-ce qu'il ne faudrait pas une régulation plus agressive
Jacques Attali, des règles. Oui, dans le contexte de ce qui va être fait à l'échelle européenne, qui pour l'instant reste à la fois, à mon avis, très décevant et très insuffisant pour la protection à l'égard des GAFA, il faut y introduire une dimension culturelle très importante pour promouvoir ce qu'on avait très bien fait, ce qui a donné Canal+, ce qui a donné les obligations d'œuvres françaises qui ont été si décriées à l'époque et qui se sont révélées si salvatrices pendant des décennies. Il faut faire ça à l'échelle européenne, absolument, d'une façon... Maintenant, faire ça alors que dans l'Europe, vous avez une domination qui reste très forte de pays qui ne croient qu'à la concurrence ou de pays qui sont encore sous la domination culturelle anglo-saxonne et qui ne jurent que par Hollywood, ça sera difficile. Mais d'autant qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites en France qui sont aujourd'hui caduques, par exemple, le calendrier des médias, enfin, toutes ces choses-là, on voit que ça a été fixé, mais que ça a du mal aujourd'hui à tenir encore. Sûr. Exactement. Le calendrier qui est devenu obsolète par la nature même des médias, on n'a pas eu de réflexion stratégique pour trouver une parade à cela, et on n'a pas de réponse claire. On n'a pas de. Il faudrait à l'échelle soit française, soit mieux encore européenne, une agence culturelle ayant des moyens et une politique dynamique, puisque tout ça est extraordinairement mouvant, de réponse à ce qui se passe ailleurs, tant aux États-Unis qu'en Chine. Or, nous faisons. Vous avez parlé de régulation très bien, mais la régulation ne suffit pas. Il faut une régulation, c'est comme une discipline dans l'armée, mais si vous n'avez pas de général, la discipline, c'est rien. Anne Jonchery, pour mener la bataille. On note en tout cas dans l'évolution des pratiques culturelles des Français que pendant le confinement, les Français ont beaucoup écrit. Alors voilà, ça c'est une pratique qui est en augmentation. Alors certes, on passe de 4 à 6%, mais ça fait quand même une augmentation sensible. Oui, alors beaucoup écrit, comme vous dites effectivement. Alors on a C'est interrogé... aussi le malheur un peu des éditeurs qui reçoivent beaucoup de manuscrits sur le confinement. Tout à fait. En fait, on a interrogé les individus sur 2 pratiques d'écriture. L'écriture de poèmes, de romans, de nouvelles, et puis l'écriture de journaux intimes, de réflexions personnelles, etc. Et on voit qu'on a une augmentation de 2 points pour chacune des 2 pratiques. Et qu'au total, effectivement, si on mélange ces 2 types d'écriture, on est à 10% de la population qui a écrit, soit là aussi une augmentation de 2 points par rapport à 2018. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette évolution, elle est portée par les hommes, en fait. C'est-à-dire que les femmes ont maintenu leur taux de pratique. Les femmes... avaient plus ce type de pratique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut suivre. Donc ça a été dégenré. D'une certaine manière. Alors, les écarts sont quand même n'ont pas totalement disparu, mais le rattrapage, et vraiment cette augmentation, elle est du fait des hommes, plutôt des hommes jeunes, qui, pendant cette période-là, effectivement, ont développé cette pratique d'écriture. Jacques Attali, une réaction ? Oui, c'est très intéressant de voir cela. Bon, je ne peux pas m'empêcher de voir le verre moitié vide aussi, comme le verre à moitié plein. Ça n'est que 10%. Ça n'est que 10% de gens. C'est bien, mais c'est que 10%. Donc on reste quand même dans une partie très faible. Comme quand tout à l'heure on disait à juste titre qu'on pouvait se réjouir de ce que 70% des Français aillent au cinéma une fois par an. Moi, je me désole que 30% des Français n'aillent jamais au cinéma. C'est un signe de misère à la fois matérielle et culturelle immense, et dont on ne peut pas se contenter. Donc, c'est vrai qu'il y a un développement des pratiques de la création culturelle au sein de la classe moyenne, ça c'est clair, mais de la création culturelle autonome, faire de la littérature, écrire, faire de la musique, tout ça se maintient au sein d'une classe moyenne et classe supérieure qui a accès à ces biens, qui a une conforme... Avec une question d'inégalité. Anne Jonchery. Peut-être, oui, sur ce point-là, effectivement, ce qu'on peut voir pendant le confinement, c'est qu'effectivement, les personnes les moins diplômées, les ouvriers employés,
ont plus développé ces pratiques, notamment, je pense, par rapport aussi à tous les tutoriels qui sont accessibles sur Internet. Donc on le voit à l'échelle, faire de la danse, faire du... Avec le fait de s'initier à des pratiques aussi semi-professionnelles, c'est ce que vous montrez, par exemple faire du montage, ce genre de choses. Voilà, du montage audio ou vidéo, ou même réaliser certaines activités scientifiques, parce que la culture scientifique est aussi importante. On voit là aussi l'influence à chaque fois des familles, c'est-à-dire que ces hausses, elles sont aussi au sein des familles monoparentales et des couples avec enfants. Donc on voit l'influence peut-être aussi prescriptive de l'école. Et puis, ce qui s'est passé aussi pendant cette période-là, c'est aussi tous ces challenges, ces concours. On pense au Getty Museum Challenge, par exemple, qui consistait à reconstituer plein de photos incroyables. Voilà, c'est ça. Il y a eu un succès assez populaire. Il faut rappeler que c'était reconstituer des tableaux célèbres. Voilà, avec des objets de son quotidien, sans sortir de chez soi. Ah oui. Et là, on voit effectivement que la photo aussi, au sein des classes populaires, s'est développée parce qu'on a pris en photo ces enfants, parce que l'école aussi a relayé ces concours-là. Et puis, il y a eu là aussi des choses un peu étonnantes, Jacques Attali. Par exemple, le livre numérique, vous vous y êtes intéressé très tôt. Et alors, pour le bonheur des libraires, finalement, le livre numérique n'a pas pris autant de place qu'on aurait pu l'imaginer. Comment vous expliquez ça? Quels sont les usages, selon vous, du livre numérique? Le numérique, vous avez raison, je m'en suis préoccupé très tôt. Le livre numérique, il est très associé au voyage. Et on l'a évoqué, Madame a évoqué à très juste titre, et vous aussi, Guillaume, le lien entre culture et voyage. Il y a un très grand nombre de choses qui fait qu'on se cultive en voyageant. On écoute la radio en voyageant, on fait de la musique en voyageant. Et le livre numérique est surtout utile pour ceux qui ont besoin de lire léger. Et donc dans l'avion, en train, en métro, c'est très commode. Maintenant, pour l'instant, le livre papier avec la possibilité de feuilleter, la possibilité de voir quelle que soit la lumière. Enfin, le livre papier est une technologie qui est une technologie de science-fiction comparée à la maladresse de ce que permet le livre numérique qui permet pas de feuilleter, qui exige besoin d'une certaine certaine lumière très particulière pour pouvoir être utilisé, même si ça s'améliore tous les jours. Mais l'ergonomie est perfectible. Anne Jonchery. Oui, sur le livre, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait de distinction, nous, entre le livre numérique et le livre papier. Néanmoins, on a une baisse qu'on constate, qui peut être liée aussi au fait que, là aussi, on interrogeait les gens sur une période courte, de quelques semaines, versus en 2018, une période tout au long de l'année. Néanmoins, on peut penser, donc à la fois, on peut penser, parce qu'on a des résultats qui nous le disent, que le télétravail, les cadres notamment, ont beaucoup diminué leur pratique de lecture, parce que certainement ce télétravail qui est devenu aussi du surtravail pour certains, avec un temps domestique aussi qui prend de la place, du coup moins de temps de lecture. Mais je pense aussi à des chercheurs comme l'anthropologue Michel Perrault qui parlait d'une moindre disponibilité psychologique aussi pendant cette période, en raison de la surcharge émotionnelle, informationnelle aussi, liée à la crise. Un mot de conclusion, Jacques Attali. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement aujourd'hui? Il y a donc la colère du monde de la culture. Comment y répondre selon vous? Distribuer les vaccins le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et vous pensez dans ce cas-là qu'on aura la paix? Je veux dire qu'on pourra revenir à une vie culturelle et à une vie tout court normale dans combien de temps, Jacques Attali? Maintenant, j'en sais rien. Je pense que idéalement avant l'été, et j'espère même avant la fin de l'hiver. N'oublions pas que dans 4 jours ou 5 jours, les jours vont commencer à rallonger. Bon, voilà, c'est au moins un message d'espoir. Merci Jacques Attali. Anne Jonchery, on retrouve donc cette étude extrêmement fournie sur les pratiques culturelles en temps de confinement. Elle est également rédigée avec Philippe Lombardo.